content de vous voir. Également, on vous revoit. Je crois que la famille suit, mais Monsieur Boulot. Oui. Non, oui, félicitations. Pour votre nouvelle, très impressionnant. Presque être mort. Vous avez le même âge. Vous avez le Non, même âge. non, beaucoup plus jeune, mais je plus d'années plus haut. Ah
Retournez s'il vous plaît, retournez s'il vous plaît. Ah oui, ça il est bon. Il est bon dans tout ça. Is een trap.
Ça sort de... Majesté, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Excellences dans toutes vos fonctions et qualités, goede collega's, dames en heren. Om te beginnen, welkom in dit halfrond. En ik moet u zeggen dat ik bij het voorbereiden van deze speech heb teruggedacht aan de periode dat ik in 1987 voor het eerst in dit huis kwam als journalist. Ik weet nog wat er toen in het nieuws zat. Jean-Luc Dehaene had aan koning Boudewijn 100 dagen gevraagd om het land uit de impasse te leiden. De staatsschuld bedroeg toen 120%. 120% BBP voor alle duidelijkheid. 10% van de bevolking was werkloos. Un lundi noir d'octobre, le Dow Jones a perdu en un seul jour 22% de sa valeur. Et d'autres bourses ont suivi le même chemin et la bulle de la hausse spéculative avait éclaté. Des tensions au Moyen-Orient étaient le déclencheur de la vague de vente. Au cours des années 80, il y avait aussi le drame de Bhopal, la catastrophe de Tchernobyl et le naufrage de l'Exxon Valdez. 3 des catastrophes majeures du XXe siècle. Les principaux problèmes écologiques globaux qui alimentaient notre inquiétude étaient à cette époque
les pluies acides et le trou dans la couche d'ozone. In oktober 87 werden Frankrijk en Engeland getroffen door een van de felste stormen in 200 jaar, die nochtans door de weerdiensten waren aangekondigd als een petite tempête en provenance des Azores. 23 mensen kwamen om. Toen Engeland 3 jaar later opnieuw werd opgeschrikt door zo'n grote storm, begonnen klimatologen toen het relatief onbekende broeikaseffect als verklaring naar voren te schuiven. In juli 87 werd ook Matej Gaspar geboren in Zagreb. Die naam zegt jullie allicht niets, maar hij was de symbolische 5 miljardste inwoner van deze planeet. Voor Matej en zijn omgeving was dat natuurlijk een blijde gebeurtenis, maar vele wetenschappers en opiniemakers waarschuwden al sinds de jaren 60 en 70 dat de snelle bevolkingsgroei zou uitmonden in Malthusiaanse rampspoed. Denk aan de rapporten van de Club van Rome, denk ook aan de lezingen van onze professor Etienne Vermeers. Sans doute la décennie des années 80 a-t-elle connu la croissance démographique la plus élevée jamais enregistrée, avec un taux annuel de près de 4% dans certains pays africains et asiatiques. Une croissance qui, vous le savez, a concerné presque exclusivement les pays les plus pauvres. Tegen die achtergrond en dus in mijn gezegende jaar 87, toen ik hier binnenkwam, maar aan de andere kant van de barrière, toen verscheen het VN-rapport Our Common Future, notre futur commun, onze gezamenlijke toekomst, van de commissie Brundtland. Het rapport verbond vraagstukken van economische groei met zorg voor milieu en ook met armoede en ontwikkeling. Die commissie lanceerde voor het eerst het begrip duurzame ontwikkeling bij het grote publiek. Ik citeer: Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Ik vind dit, dames en heren, het credo dat uiteindelijk het politieke handelen van elk van ons zou moeten bepalen. Onze aarde, onze instellingen en ons economisch weefsel in een betere staat doorgeven dan wat we hebben aangetroffen toen we het kregen, zonder op de pof te leven van onze kinderen. Het is een definitie die zonder meer resoneert bij alle politieke stromingen die in deze Kamer vertegenwoordigd zijn. Aujourd'hui, nous nous demandons à juste titre si nous sommes suffisamment comportés en bons gestionnaires de cette terre et nous nous interrogeons sur la manière de nous améliorer à cet égard. Le journal flamand De Tijd a récemment publié une série de reportages sous le titre tout à fait éloquent De ongerusten, qui traduit l'inquiétude des citoyens. Commencerai-je par la bonne nouvelle. 77% des Européens sont satisfaits de leur situation, des besoins actuels. Pour le Belge moyen, ce pourcentage est même largement dépassé. Maar als het gaat over the needs of the future generations, ziet het plaatje er veel grimmiger uit. Volgens cijfers van de Europese Commissie blijkt dat 56% van de Europeanen denkt dat het voor de komende generaties moeilijker zal worden. En de Belgen blijken nog ongeruster. 7 op 10 Belgen denkt dat het leven moeilijker zal worden voor hun kinderen. Alleen in Frankrijk en in Griekenland blijkt men volgens de Europese gegevens nog pessimistischer. Kortom, en de Belg en de Europeaan denken niet dat we ons duurzaam ontwikkelen. Hij is happy, but also happy, ill secured. Het zijn de woorden van Milton uit Paradise Lost. En wat Milton beschreef in de, wanneer was dat, de 17e eeuw, zouden we in de 20e eeuw beschrijven onder de term loss aversion. De term komt van Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, die aantoonde dat als we iets verliezen, dat psychologisch dubbel zoveel impact heeft dan wanneer we iets krijgen. Wie veel heeft, heeft met andere woorden veel te verliezen. En het afgeleide effect van die verliesaversie, de fixatie eigenlijk op dat potentiële verlies, dat noemt diezelfde Kahneman de negativity bias. 2 beroepsgroepen die sterk teren op die negativity bias zijn
journalisten en politici. Helaas en toevallig de twee beroepsgroepen waartoe ik mijn hele leven heb behoord. Les hommes et les femmes politiques sont élus et rémunérés pour évoquer des problèmes dans des discours inspirés et les traiter ensuite au travers de déclarations politiques qui le sont souvent moins. Qu'il s'agisse de la dette publique, de l'équilibre générationnel de notre système de pension, du dossier climatique ou des inégalités sociales, tout homme ou femme politique a ses problèmes favoris sur lesquels il ou elle revient inlassablement et qui constituent des sujets de sincère préoccupation. Voor de journalisten is de negatieve bias zo mogelijk nog veel belangrijker. Lees een krant, bekijk het journaal en 80 à 90% van het nieuws zal vaak uit heel onprettige beelden en verhalen bestaan. Van de situatie in Syrië en Oekraïne, ebola-plaag in Afrika, de schier eindeloze economische crisis in Europa en de onheilspellende klimaatvoorspellingen. If it bleeds, it leads. En goed nieuws is ook geen nieuws. Een optimist is eigenlijk een slecht geïnformeerde pessimist. Dat wil zeggen iemand die geen kranten leest en niet naar het journaal kijkt. De oplossing volgens Kahneman is anchoring. De zaken in een wat juister, breder perspectief zetten. Laat ik dat eens proberen. Begin jaren 80 leefde 46% van de wereldbevolking in extreme armoede. Dat wil zeggen dat ze moesten rondkomen met nog minder dan $1,25 per dag. Vandaag is dat nog 18% van de wereldbevolking. De Wereldbank projecteert bovendien dat extreme armoede tot 8% zal gedaald zijn in 2030. Si les chiffres concernant le riche Occident sont moins spectaculaires, le produit national brut par habitant n'en a pas moins cru, aussi en Belgique, de 33% depuis le début des années 80. De 2008 à 2013, la crise, qui nous rend si pessimistes, nous a contraints à abandonner à nouveau quelque 1,6%. Als we de schaal van 50 jaar bekijken, dan krijgt de gemiddelde mens vandaag een derde meer calorieën binnen dan toen. Vandaag sterven meer mensen aan overgewicht dan aan honger. De gemiddelde mens vandaag leeft een derde langer en misschien het belangrijkste van allemaal, de kindersterfte is met 2/3 gedaald. Il y a 50 ans, un enfant sur 5 décédait avant d'avoir atteint sa 5e année. Aujourd'hui, ce chiffre est de 1 sur 20. L'abaissement de la mortalité infantile a également des effets sur l'explosion démographique contre laquelle mettaient en garde les clubs de Rome et, parmi autres, le professeur Étienne Vermeers. Les hommes vivant plus longtemps et faisant moins d'enfants, le tiers-monde vit à son tour la transition démographique qu'a connue le riche Occident. Le degré de fertilité y a été réduit de moitié environ sous l'effet d'un meilleur enseignement, d'une amélioration des droits de la femme et d'un recul de la misère. La transition démographique ne fera que se renforcer. Les Nations Unies annoncent que la population du globe culminera à 9,2 milliards d'individus en 2075, soit à peu près le nombre d'habitants qui ont vu le jour depuis la naissance de Matthäi Gaspard, mais sur une période de 25 années et non plus de 60 ans. Het lijkt er dus sterk op dat we die 9,2 miljard monden ook zullen kunnen voeden. En beter dan vandaag. Hetzelfde dier en dezelfde hectare land zijn vandaag dubbel zo productief als 40 jaar geleden. We hebben vandaag 30% meer land in gebruik dan in 1900, maar de oogst is gestegen met 600%. Sinds 2008 leven er voor het eerst in de geschiedenis officieel meer mensen in de stad dan op het platteland. Miljoenen hectare landbouwgrond die door migrerende boeren werden achtergelaten, worden terug natuur en bos. Toegegeven, the great unknown is natuurlijk de klimaatopwarming. De factor waarvan we weten dat die er is, maar waarvan we de gevolgen niet terdege kunnen inschatten. En toch is er ook positief nieuws. Uw kans om te sterven door extreme weersomstandigheden is vandaag 98% lager dan in 1920.
Dankzij betere communicatietechnologie en de vooruitgang van de meteorologie is een herhaling van de rampzalige communicatie rond die grote storm van 1987 weinig waarschijnlijk. De enige die vandaag nog echt reden heeft om kwaad te zijn, maar die zullen dat altijd blijven, kwaad te zijn op de weermannen, dat is de horeca aan de kust. Gelukkig hebben we ook de zekerheid dat al onze overheden, van Europees tot lokaal niveau, dat als ze dat echt willen, ze het ook kunnen. Het gat in de ozonlaag en de zure regen zijn problemen die vandaag nog zelden de pers halen. Ze zijn ook grotendeels opgelost door doortastend, regulerend optreden van overheden, daartoe aangezet vanzelfsprekend door kiezers en consumenten, middenveld en NGO. Des catastrophes comme celle de Bhopal, l'Exxon Valdez et de Tchernobyl ne sont pas exclues aujourd'hui, mais en matière de régulation, moins de choses sont désormais laissées à la fatalité. Dames en heren, de Engelse historicus Thomas Macaulay die heeft zich in de 19e eeuw al de vraag gesteld: on what principle is it that when we see nothing but improvement behind us, we are to expect nothing but deterioration before us? Een boek dat ik u als antwoord op die vraag kan aanraden is Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed van de Amerikaan Jared Diamond. Het is een waarschuwing van maar liefst 600 bladzijden tegen roekeloos optimisme. Je vais quant à moi me limiter à la parabole des Rapa Nui. Het lot van de Paaseilanders, zoals beschreven wordt in dat boek, is een waarschuwing voor ons allen vandaag. We kennen natuurlijk de Paaseilanders met die gigantische beelden die tot op de dag van vandaag zeer imponerend zijn en blijven. En het zijn natuurlijk beslist geen dommerikken geweest die zulke iconische monumenten hebben nagelaten. Maar die beelden werden ook de ecologische ondergang van de betrokkenen. Voor de constructie en het transport ervan werden immers zoveel bomen gekapt dat het ecologisch de ondergang betekende van het eiland. De ontbossing zette een vicieuze cirkel in gang: erosie, overbejaging, vernietiging van habitats, waardoor de Paaseilanders niet meer in hun levensonderhoud konden voorzien. De kwade droom van Malthus werd in feite daardoor de realiteit. Les habitants de l'île vouaient aux moais, ces géants de pierre, un véritable culte religieux. Ils leur attribuaient une telle importance qu'ils en sont sacrifiés les générations à venir. Ils ont fait le mauvais choix. Une société impuissante à confronter ses normes, ses pensées, ses conceptions et ses usages du passé à la réalité contemporaine hypothèque son avenir. Comme le disait Edmund Burke, a society without the means of change is without the means of conversation. Dames en heren, laat dat een uitnodiging zijn om vandaag, terwijl zoveel ongerust zijn, stil te staan bij waar we vandaag vandaan komen en welke weg we al hebben afgelegd. Om onze eigen waarden ook tegen het licht te houden en te bezinnen. Om ons af te vragen wat we zelf kunnen doen. Om niet te kiezen voor het snelle profijt of de oppervlakkige consumptie, maar om te beseffen dat wij als sociaal wezen enkel in een duurzame relatie met anderen tot ontplooiing kunnen komen. Dames en heren, in dit paleis der natie, wat het gemeenschappelijke huis is van al onze medeburgers, willen wij vandaag tonen dat wij gehecht zijn aan de instellingen van onze vrije en democratische samenleving en aan een grondwettelijke monarchie die de haar toegekende rol vervult. Meine Damen und Herren, eine Monarchie, die die Grundsätze der Verfassung achtet, ist ein Garant für ein stabiles und folglich wohlhabendes Belgien. Die heutige Huldigung ist die aller, und ich möchte auch namens der deutschsprachigen Einwohner an Sie wenden, die der Gemeinschaft einen Aspekt des Reichtums unserer Mannigfaltigkeit widerspiegelt. Laten we gelet op de uitdagingen die ons te wachten staan, laten we ervoor zorgen dat onze instellingen blijven beantwoorden aan het verlangen dat wij allemaal hebben om te leven in een maatschappij waarin ieder zich harmonieus kan ontplooien. Laat ons bewust zijn van de hefboom die deze instellingen ook kunnen bieden als kiezer, als consument, als geëngageerde burger om de waarden die wij koesteren naar de praktijk te vertalen. Want alleen zo kunnen wij het ideaal vrijwaren dat ons het meeste dierbaar is. En dat is
de komende generaties een mooiere en betere wereld nalaten. Dit, dames en heren, is overigens ook onze verdomde plicht. Ik dank u. Madame, Monseigneur, Madame, meneer de Kamervoorzitter, Madame la Présidente du Sénat, Dames en heren, permettez-moi de partager avec vous le plaisir que j'éprouve de célébrer la fête du roi. Et à cette occasion, je souhaiterais également me pencher sur ce thème essentiel, le développement durable. Il est de notre responsabilité, particulièrement d'ailleurs à l'égard de la jeunesse qui aujourd'hui est bien représentée, de tout mettre en œuvre pour assurer un avenir durable à notre planète et à nos sociétés. Cela peut apparaître évident, cela peut apparaître naturel, et pourtant, à première vue, beaucoup semblent opposer le développement durable et la jeunesse. Le développement durable se préoccupe essentiellement de l'avenir, du futur. La jeunesse est très intéressée par les questions présentes, immédiates. Le développement durable, c'est l'engagement pour la prévoyance. La jeunesse, c'est parfois l'âge de l'insouciance. Le développement durable, c'est le souci de préserver et de protéger les ressources du futur. Et la jeunesse, c'est peut-être le talent de partager sans compter ses enthousiasmes de chaque instant. Pour ma part, je citerai bien volontiers Bernard Lebovier de Fontenelle, qui avec humour disait « Ne prenez pas trop la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant ». Plus sérieusement, le développement durable ne doit pas, selon nous, être compris seulement comme une injonction d'éviter tout gaspillage. Au contraire, il faut y voir un appel à préserver durablement les possibilités de satisfaire nos besoins et ceux des générations futures. Le développement durable, pour nous, ce n'est pas l'apanage de quelques nantis, de quelques privilégiés. Au contraire, nous devons mettre en place une approche qui doit bénéficier à tous sans distinction. Et dans cette optique, le développement durable ne doit pas se cantonner uniquement, selon nous, à la problématique environnementale importante, essentielle. Il faut aussi intégrer avec force les dimensions sociales, les dimensions économiques de notre société. Quels seraient finalement les objectifs d'un environnement de qualité, mais cela sans emploi, sans école ou sans protection sociale? Et dans une même logique, quelle peut être la motivation d'œuvrer à un monde condamné par une surexploitation des ressources? Mesdames, Messieurs, cette vision large nous permet de définir des priorités. Nous estimons que des réformes sont nécessaires pour garantir la pérennité des mécanismes de protection sociale, tels que par exemple le financement des retraites ou des soins de santé. Et nous souhaitons toutes et tous, je crois, une politique qui ne veut laisser personne au bord du chemin. Nous voulons un cap qui crée des conditions pour assurer le redressement par la création d'emplois, par des finances publiques saines, par la défense de la sécurité sociale, par la lutte sans relâche contre la pauvreté, pour plus de justice et pour plus de sécurité. Et par là, nous souhaitons donner une approche pragmatique, déterminée et inclusive en matière de développement durable. Dames en heren, we mogen niet vergeten dat ons land met de wet van 97 een pionier was in zaken duurzame ontwikkeling. De federale overheid voert een beleid, bijvoorbeeld in verband met de overheidsopdrachten, die volledig in de lijn liggen van deze dynamiek.
In 2013 heeft de federale regering een lange termijn visie goedgekeurd. Daarmee bevestigen wij ons engagement om te streven naar een duurzame maatschappij voor de generaties van vandaag en van morgen. Tegen 2050 willen we een inclusieve maatschappij worden met een beschermd leefmilieu, met een economie die voldoet aan maatschappelijke en ecologische doelstellingen. Het akkoord legt doelstellingen vast zoals de strijd tegen armoede, volksgezondheid, mobiliteit, energie, klimaatverandering, financiën en ontwikkelingssamenwerking. En octobre 2015, le gouvernement approuvera le troisième plan fédéral de développement durable. Il devra s'intégrer dans les priorités de la vision à long terme. Il devra aussi contenir une série d'actions et de mesures concrètes afin de progressivement évoluer vers une société plus inclusive qui respecte plus encore l'environnement, et cela dans een economie dynamique. Duurzame ontwikkeling moet ook het institutionele in ons land en elders in de wereld overstijgen. In België hebben de gewesten en gemeenschappen zeer brede bevoegdheden ter zake. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om op te roepen tot een loyale samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Dit partnerschap is essentieel om een beleid op lange termijn uit te voeren. De federale visie die ik zo net heb uiteengezet vormt samen met de visie van de deelgebieden een nationale strategie. De interministeriële conferentie over duurzame ontwikkeling is bezig met de voorbereiding van deze nationale strategie. Ik hoop dat ze snel een eerste ontwerp van deze strategie zal kunnen voorleggen en dat we erover van gedachten zullen kunnen wisselen. Sur le plan international, nous travaillons activement pour faire de la prochaine grande conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris un succès. J'ai encore eu l'occasion, il y a quelques jours, de m'entretenir avec le président de la République française ainsi qu'avec la chancelière allemande sur ce sujet, et une réunion récente du Conseil des chefs de gouvernement européens a identifié les priorités européennes en la matière. Mesdames, Messieurs, nous avons abordé ici le développement durable dans un cadre matériel. Et je ne voudrais pas aborder cette question sans envisager la question morale de la problématique, la question immatérielle de cette importante problématique. Ce que nous devons transmettre aux générations futures, ce n'est pas uniquement la préoccupation forte en matière d'environnement, il s'agit aussi d'être non seulement dans le domaine de l'avoir, mais d'être situé sur la question de l'être. Il ne faut pas comprendre le développement durable comme une injonction à préserver des stocks de ressources, mais plutôt peut-être comme un encouragement à développer la capacité des jeunes générations à satisfaire les besoins du futur, et c'est précisément ce qu'énonce la définition canonique du développement durable qui a été précisée dans le rapport Brundtland en 1987 et que le président de la Chambre a mentionné il y a quelques instants. Le rôle et la responsabilité des autorités est de préserver et de renforcer cette capacité des jeunes générations à satisfaire les besoins du futur. Nous devons nous mobiliser pour augmenter la qualité des instruments pour réussir, un enseignement, des formations performantes, une société sûre et respectueuse, des services publics efficaces, des infrastructures de qualité, l'accès au logement. Voilà tout un certain nombre d'engagements et de défis auxquels nous sommes confrontés. Nous voulons une société qui mette à disposition de chacun, et en particulier des jeunes, des outils pour permettre, à travers des combinaisons quasiment infinies, de choisir et de construire librement la vie dont chacun rêve. Je vous remercie pour votre attention. Dank u voor uw aandacht.
Madame, Altesse Royale, meneer de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs en vos fonctions et qualités, beste collega's. C'est un honneur pour moi, en tant que président du Sénat, de rendre hommage au travail de notre souverain et de mettre à l'honneur aussi un groupe spécifique de concitoyens. Cette année, nous avons choisi des personnes qui se distinguent particulièrement, vous l'aurez compris, dans le domaine du développement durable. Historiquement, on l'a dit, les Nations unies ont joué un rôle de premier plan dans la popularisation, oserais-je dire dans la vulgarisation du concept de développement durable, avec la publication en 1987 du rapport Brundtland. Ce rapport reste aujourd'hui la référence, ainsi en témoignent les deux orateurs précédents, quand il s'agit de donner la définition la plus communément acceptée du développement durable. Un développement qui permet de satisfaire les besoins présents sans compromettre les générations à venir. Le développement durable concilie trois enjeux de notre société moderne. L'enjeu économique, écologique et l'enjeu social. Et tout cela afin de trouver un équilibre cohérent et définir des schémas viables sur le long terme. L'Union européenne reprend cette notion d'équilibre. La stratégie Europe 2020 fixe trois priorités. Une croissance intelligente, c'est-à-dire le développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, une croissance durable qui vise la promotion d'une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, une croissance inclusive qui encourage une économie à fort taux d'emploi et qui favorise la cohésion sociale et la cohésion territoriale. Mevrouw, koninklijke hoogheden, dames en heren, duurzame ontwikkeling beslaat alle sectoren. Enkele voorbeelden: de industrie, de landbouw, de energie, het vervoer, de mobiliteit en de huisvesting. Duurzame ontwikkeling belangt iedereen aan. Ze betreft alle actoren van onze samenleving, de burger, de overheden, de ondernemingen. Veel burgers nemen het initiatief om de impact van hun eigen consumptie op het milieu in te perken door bijvoorbeeld te kiezen voor lokaal consumptie of door zich op een andere manier te verplaatsen. Al die initiatieven moeten worden toegejuicht en aangemoedigd. Na de ceremonie krijgt u een brochure over en dicht met daarin een aantal initiatieven uit elke provincie. Als Luikse, in hart en nieren, zet ik graag de werking van Greenflex in de verf, dat via zijn 11 agentschappen ondernemingen bijstaat bij het herstel van het milieu en het klimaat. Elke Belgische overheid dient erop toe te zien dat haar beleidsmaatregelen passen in een lange termijn visie. De Senaat heeft ter zake reeds maatregelen getroffen. Zo zullen in deze tijden van aangekondigde energieschaarste bijkomende inspanningen worden geleverd om de energieprestatie van dit historische gebouw te verbeteren. Met recht en reden mag de Senaat zich de bakermaat noemen van het wetgevingsproces dat ertoe heeft geleid dat duurzame ontwikkeling als beleidsdoelstelling in de grondwet werd ingeschreven. Comme vous le savez, c'est en qualité de première présidente du nouveau Sénat des communautés et régions que j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Le nouveau Sénat tient lui aussi à apporter sa contribution au développement durable. Les nombreux secteurs concernés relèvent tantôt de la compétence de l'État fédéral,
tantôt de la compétence des régions et communautés. Le développement durable, par sa transversalité, est une très bonne illustration de notre complexité institutionnelle. Suite à la 6e réforme de l'État, une nouvelle mission a été spécifiquement confiée au Sénat, la rédaction de rapports d'information. Le Sénat exerce désormais cette nouvelle mission d'information au travers de rapports relatifs à des thèmes transversaux afférents à l'État fédéral et aux entités fédérées. Ce nouveau rôle prend une importance capitale dans des thématiques aux compétences aussi morcelées, aussi éclatées que le développement durable. La répartition des quotas CO2 entre les différentes régions du pays, la mise en place d'une politique énergétique pragmatique et durable, l'état des lieux de la fiscalité verte en Belgique, l'évaluation des politiques de subsides qui pourraient nuire à l'environnement sont quelques exemples concrets de thèmes sur lesquels notre Haute Assemblée pourrait se pencher dans les mois afin d'arbitrer dans le dialogue les enjeux de l'ensemble des communautés du pays. Le Sénat est aujourd'hui le trait d'union entre les différentes entités de notre pays. Il ne se contentera pas d'être un simple observateur de la transversalité. Il est désormais le liant, la jonction entre tous les rouages de l'État fédéral. Notre Haute Assemblée contribuera ainsi au bon fonctionnement de toutes nos institutions. Mevrouw, koninklijke hoogheden, dames en heren. België behoort tot de meest innoverende economieën ter wereld. Dat is de bemoedigende conclusie van het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek, Centrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Zwitserland komt op de eerste plaats op het podium van de Innovatiemeter 2014, gevolgd door Singapore, Zweden en België. Ons land steekt dus zijn buurland de loef af. België, dan die goede plaats aan de talrijke kleine en middelgrote ondernemingen die zich in de branche innovatie, onderzoek en ontwikkeling ontwikkeld hebben. Het is een bemoedigend resultaat. De inspanningen in zaken onderzoek en ontwikkeling en innovatie mogen niet afnemen. Een van de sleutels tot economisch herstel in Europa ligt in ons innovatiepotentieel. Madame, Altesse Royale, Mesdames et Messieurs, en dépit d'un manque de moyens chroniques, notre pays a réussi, au fil des ans, à se distinguer dans de nombreux domaines de la recherche. J'aimerais ici féliciter les universités, les centres de recherche et d'études et les entreprises pour leur quête inlassable de l'excellence et les encourager à poursuivre cet effort avec le même enthousiasme. C'est ainsi que j'ai l'honneur de vous présenter deux éminents scientifiques belges qui sont de formidables ambassadeurs de notre pays, le professeur Éric Lambin et le professeur Thomas Bloch. Tous deux nous font le plaisir de participer à cette cérémonie. Monsieur Éric Lambin, professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Stanford, est le lauréat 2014 du prestigieux prix Volvo de l'environnement. Le professeur Lambin utilise les images des satellites comme outil de développement durable. Il est un pionnier de l'étude des interactions entre l'activité humaine et l'environnement grâce à l'utilisation des satellites d'observation de la Terre et de méthodes avancées pour combiner des données de sources multiples. Le jury du prix Volvo a estimé que le professeur a jeté avec succès des ponts entre des disciplines des sciences humaines, géographiques et biophysiques pour faire progresser la compréhension à l'échelle mondiale des changements d'utilisation du sol et leurs implications pour le bien-être humain.
Professor Dr. Thomas Block is directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en docent Duurzaamheid en Governance binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij onderzoekt samen met zijn multidisciplinair team hoe het best normatieve keuzes worden gemaakt rond duurzaamheidskwesties en hoe druk kan worden gezet om onduurzame routines. De inhoudelijke thema's waaien breed uit, gaande van afval en duurzaam materialenbeheer, over wonen en duurzaam staatsprojecten tot klimaat en energie. Samen tonen deze voorbeelden aan welke uiteenlopende onderzoeken en actie nog moeten worden ondernomen om echt werk te maken van de duurzame ontwikkeling, die hoe dan ook noodzakelijk is voor onze toekomst. Altesse Royale, beste collega's, chers invités, au nom de la Chambre, du Sénat et de la chancellerie du Premier ministre, je tiens à remercier maintenant plusieurs partenaires pour leur précieux concours. Je pense tout d'abord à mesdames et messieurs les gouverneurs de province qui ont donné forme à cet événement en constituant avec soin la délégation de leurs provinces respectives et en contribuant, en collaboration avec les écoles hôtelières, les confréries traditionnelles et les associations de leur province, à mettre en place les délicieuses préparations que nous allons avoir l'occasion de découvrir lors de la réception. We zijn ook de minister van Defensie zeer erkentelijk voor de prachtige muzikale omlijsting en het ter beschikkingstelling van de fotograaf. Het is belangrijk. Ik dank ook de tuinbouwschool Orteco uit Vilvoorde, die het Paleis der Natie vandaag rijkelijk heeft opgefleurd. Und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, unsere Landsleute der deutschsprachigen Gemeinschaft im Namen des Senats einen exzellenten Feiertag zu wünschen. Enfin, cette cérémonie resterait imparfaite, ou moins parfaite, si le Parlement fédéral ne résonnait pas dans les minutes qui suivent de l'hymne européen et bien sûr de la Brabançonne. L'hymne européen nous est interprété par la musique royale des guides avec une prédominance au saxophone, un clin d'œil que nous adressons à la province de Namur à l'occasion, vous l'aurez compris, du bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax. De Brabançonne wordt uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor. Wij zullen staande naar de twee volksliederen luisteren om zo de plechtige samenhorigheid te benadrukken van dit moment van bezinning.